La bataille de Jean-Jacques Rousseau et de Voltaire a fait un bruit du diable au XVIIIe siècle. Et elle continue encore à susciter des tas de polémiques. C'est difficile, je me rends compte, d'être impartial. Voltaire se trouve être desservi d'ailleurs par son allure même et par ce visage assez terrible que lui a vu Huber dans les dessins si célèbres de lui. Il faudrait essayer de comprendre de quoi il s'agit. Et pour ça, il faudrait étudier la personne même de Jean-Jacques. C'est ce que je voudrais essayer de faire devant vous ce soir. J'avais tenté il y a quelques années de raconter la bataille avec les encyclopédistes dans un livre qui s'appelait « Cette affaire infernale », je n'en avais pas inventé le titre. C'est Duperroux, l'ami Neuchâtelois de Jean-Jacques, qui, à propos de sa bataille avec Hume, disait « c'était une affaire infernale ». On a déclaré que j'ai écrit là un roman policier. C'est assez vrai, parce que l'histoire en elle-même est une histoire policière. Mais enfin, pour en suivre les déroulements, je crois qu'il est indispensable de partir du début, de voir qui était ce petit Jean-Jacques, d'où il sortait, et les raisons que pouvaient avoir les encyclopédistes de lui en vouloir. Ben Jean-Jacques, il était né à Genève, tout le monde le sait, en 1712. Et là, je voudrais citer une phrase de Brunetière, un critique français qui a eu son heure de célébrité, qui était un personnage, à mon avis, assez déraisonnable, enfin, qui disait, de par ses origines, Jean-Jacques était peuple, et peuple au sens le plus fâcheux du terme. Si Brunetière voulait dire par là que Jean-Jacques était pauvre, il ne se trompait pas. Son père n'était pas riche puisqu'il fabriquait des montres, enfin un petit artisan local chez lui, à la maison. On n'était donc pas riche chez Jean-Jacques. Mais si Brunetière voulait dire que Rousseau était de la plus basse plèbe, ben il se trompait. Dans cette Genève de 1712, qui n'était pas comme aujourd'hui une ville de 130 000 habitants, je ne sais pas, mais en fait qui était un petit patelin de 18 000 à 20 000 habitants, pas davantage, c'était une république de Genève, oui, mais c'était tout de même une république assez oligarchique, puisque les 18-20 000 habitants, là-dessus, il n'y en avait que 1800 qui avaient des droits de cité, enfin qui étaient citoyens de Genève, qui participaient à la vie civique. Eh bien, il se trouve que Jean-Jacques, de par ses origines, était de ces 1800. Il était donc citoyen de Genève, son père avait porté l'épée, lui-même avait le droit de porter l'épée. On nous a dit d'autre part qu'il n'était pas élevé, que ce n'est pas de sa faute, parce qu'il n'avait pas eu sa mère, qui était morte en le mettant au monde, que donc il n'a pas été élevé parce qu'il n'y avait pas de présence féminine, et que d'autre part son père était une espèce de loufoque. Enfin, Jean-Jacques lui-même nous a dit que son père lisait, lui faisait lire plutôt des romans toute la nuit pendant qu'il était à son atelier, et c'est une chose déraisonnable. On a dit d'autre part que c'était un dromomane parce qu'il paraît qu'il est allé jusqu'à Constantinople. Je voudrais reprendre un peu ces choses-là. Dromomane, le père de Jean-Jacques, c'est bien vite dit, quoi. Dromomane, ça veut dire une manie ambulatoire, une espèce de fou. Pas du tout. Il était parti pour Constantinople avant la naissance de Jean-Jacques. Il était parti pour Constantinople comme pas mal de Genevois le faisaient, pour aller faire un voyage à l'étranger, pour voir ce qu'il pourrait faire là-bas. Et il était entouré dans cette ville d'assez d'estime pour que la colonie genevoise de Constantinople l'ait choisi, lui, Isaac Rousseau, pour les rapports officiels ou officieux avec le petit conseil de Genève. C'est-à-dire que ce n'était pas un homme méprisable. Il rentre à Genève et c'est là qu'il se marie et que Jean-Jacques va naître. Ce père, d'autre part, a-t-il été aussi fantaisiste qu'on l'a prétendu? Eh bien, c'est Rousseau lui-même qui nous raconte l'histoire dans les Confessions de ses lectures pendant la nuit. Est-ce que ça arrivait tout le temps? Mais absolument pas. C'est arrivé une ou deux fois, dit-il, reprenez le texte, dans les courtes nuits d'été, que ce père, quand il était à son établi, aimait bien que son petit garçon lui fasse la lecture. Il lui lisait pas des livres corrupteurs, vous savez, pas des romans immoraux, non. Il lisait surtout la vie des hommes illustres de Plutarque. Eh bien, il s'est trouvé qu'une ou deux fois, déraisonnablement, c'est juste, pendant les courtes nuits d'été, il s'est aperçu que le jour était venu parce qu'on entendait crier et tourner les hirondelles autour de la maison. Donc, c'était pas un homme absurde. D'autre part, Jean-Jacques nous a parlé de lui à plusieurs reprises, et non seulement avec cette tendresse qui est naturelle à l'égard d'un enfant pour son père, mais avec reconnaissance. Il a dit « Tout ce que je peux avoir de propre en moi, c'est à mon père que je le dois ». Il ne faut pas oublier qu'il y a eu tout de même 10 ans dans cette maison, ce papa et ce petit enfant qui s'aimaient et qui vivaient ensemble. Et d'autre part, il y avait deux présences féminines auprès de Jean-Jacques. S'il n'y avait pas de mère, il y avait deux mères de remplacement. Il y avait d'une part une tante qui s'appelait la tante Suzanne Gonstru, qu'il appelait la tante Suzon, et d'autre part une domestique, quoi, on dirait une servante au grand cœur, qu'il appelait Mamie Jacqueline. Eh bien, la tante Suzon et Mamie Jacqueline se sont occupées de ce petit enfant comme si c'était leur enfant. Disons donc que Jean-Jacques, parce que c'est vrai, a été élevé dans une atmosphère de calvinisme, de droiture et de pureté chrétienne, plus élevé, voyez-vous, plus élevé sûrement que le petit aristocrate Chateaubriand. C'est lui, c'est Chateaubriand, qui dit carrément dans les Mémoires d'Outre-Tombe qu'il avait beau être un fils de noble, il vivait bien souvent avec la valtaille, comme on dit, enfin la domesticité, bien plus souvent là qu'avec ses parents, ou avec les voyous du port de Saint-Malo. Il ne suffit pas qu'un enfant soit bien élevé, il faut encore que ça morde sur lui, qu'il aime ce qu'on lui donne. Eh bien, il recevait cette éducation à plein cœur. La preuve, c'est qu'il avoue lui-même qu'il n'avait pas de plus grand plaisir quand il était gamin que d'aller, le dimanche, avec son père, à Saint-Gervais ou à Saint-Pierre pour chanter les psaumes.
Et il nous dit aussi que quand sa tante lui demandait ce qu'il voulait faire, il avait 8 ans, 9 ans, il savait très bien quoi répondre. Il voulait être pasteur, comme un oncle du côté de sa mère. En 1722, les choses vont un peu changer dans la maison parce que le père Rousseau a été obligé de quitter la ville à la suite d'une dispute qu'il a eue dans la rue avec un capitaine en retraite, capitaine Gauthier. Enfin, c'est toujours ennuyeux d'avoir des discussions avec un capitaine, même en retraite dans la rue. Alors il s'en va pas loin, il va à Nyon, et Jean-Jacques est donc sans son père. Eh bien, on s'occupe de lui quand même. On le met en pension. Il n'a que 10 ans et demi, il faut qu'il continue ses petites études. Dans quelle pension? Pas dans n'importe quelle pension. On le met chez un pasteur Lambertier, à Bosset. Et là, bien entendu, on a fait des recherches pour savoir si ce pasteur était quelqu'un de bien, si c'était sérieux, si c'était un marchand de soupe. Pas du tout, il avait que 2 pensionnaires, Jean-Jacques et un cousin de Jean-Jacques. Et pendant 3 ans, jusqu'à 13 ans et demi, le petit Jean-Jacques va vivre là, dans cette atmosphère de la cure, avec un pasteur qu'il aime bien, qui il a confiance, la même atmosphère qu'il a eue dans son foyer. Donc ce gamin a été élevé. C'est vrai que ça va changer en 1725 aussi, parce que là, il y a une coupure dans sa vie. Le 1er mai 25, ses parents signent pour lui un contrat d'apprentissage pour qu'il aille chez un graveur. On n'est pas riche, je vous l'ai dit, chez les Rousseau, il faut que le gamin gagne sa vie le plus vite possible. Alors le voilà chez ce graveur qui s'appelait Ducommun, le 1er mai 25. Ducommun était très jeune, il avait 20 ans. Il avait, je crois, 2 apprentis. Et il rachetait l'insuffisance du nombre de ses années par une politique de violence à l'égard de ses apprentis. Enfin, il les frappait quelquefois. Jean-Jacques change là-dedans. Il va y rester 3 ans et c'est plus le même. Il a des camarades qui ne sont plus ceux avec lesquels il allait chanter les psaumes, sûrement. Il lit n'importe quoi, des livres peut-être, comme on dit, au-dessus de son âge. Il emprunte des livres chez une loueuse de livres de Genève qui s'appelait la femme Tribu, qui aura des difficultés avec le consistoire parce qu'elle prêtait n'importe quoi à n'importe qui pourvu qu'on lui donne les 2 sous. Enfin, un Jean-Jacques qui est peut-être sur une mauvaise pente. Et voilà que le 14 mars, enfin dans la nuit, du 14 au 15 mars 1728, il va faire un coup de tête décisif pour la suite de sa vie. J'explique ça en 2 minutes. La ville de Genève, c'était une cité close à ce moment-là, avec des remparts, avec des portes. Quand le dimanche on rentrait trop tard et que les portes étaient fermées, il ne fallait pas être un Jean-Jacques Rousseau, il fallait être un très gros personnage de la ville pour faire rouvrir les portes. Ben, c'était déjà arrivé quelquefois que Jean-Jacques était arrivé en retard. Vous imaginez l'accueil que pouvait lui faire le patron du commun le lundi matin lorsqu'il avait passé la nuit dehors. Et bien voilà que le dimanche 14 mars 1728, Jean-Jacques de nouveau arrive en retard. Il passe la nuit sur le glacis de Genève, la nuit du 14 au 15 mars, il ne devait pas faire tellement chaud. Et puis le lendemain matin 15 mars, il prend sa décision. Il s'en va, il ne retournera pas à Genève, il fiche le camp. Et bien c'est grave, parce que c'est tourner le dos à Genève au sens propre et au sens figuré, et c'est le sens figuré qui est le plus grave. Voilà donc Jean-Jacques qui part, le 15 mars 1728. Il va dans la direction de la frontière, et c'est un autre monde qui commence là. On lui a appris depuis qu'il est tout petit que c'est le monde vers lequel il ne faut pas aller, le monde interdit, le monde des catholiques, enfin les adorateurs d'idoles, ceux qui ont tout renié, qui ont trahi l'esprit du livre. Et pourtant, il va dans cette direction-là. Il y avait un certain nombre de prêtres qu'on appellerait aujourd'hui les curés de choc, qu'on avait mis là en bordure de la frontière protestante pour tenter d'obtenir des conversions. Il y en avait un qui était particulièrement célèbre. C'était le curé de Confignon, Benoît de Pontvert. Il avait une réputation curieuse, il tenait table ouverte. On savait qu'on mangeait très bien chez lui et je dois dire que ça obtenait quelques résultats. Alors Jean-Jacques rôde pendant un certain temps autour de cette caverne aux Bombans, et puis comme il a le ventre creux, il se décide, il frappe et il va à la porte, il va frapper à la porte du curé Convert, enfin, il va chez lui. C'est ce que certains ouvrages appellent la conversion de Jean-Jacques au catholicisme. Ça ne peut pas attirer mon admiration, parce que je trouve que ce qui est bien, c'est de se convertir à quelque chose quand on quitte ce que l'on appelle l'erreur pour passer à ce que l'on appelle la vérité. Mais là, vous voyez bien qu'il n'y a rien de tel. Enfin, c'est un Jean-Jacques de 16 ans qui ne mesure pas trop ce qu'il fait, et qui va chez ce curé justement parce qu'on lui a dit de ne pas y aller et pour voir comment ça va tourner. Et bien, ça tourne d'abord très bien, le curé est tout à fait à la hauteur de sa réputation, il le fait très bien manger, il lui donne également un peu d'argent en lui disant qu'il faut qu'il aille jusqu'à Annecy, où il y a là une certaine dame, une baronne de Varins, qui est elle aussi une ancienne protestante convertie, qui s'occupera de lui. Alors imaginez Jean-Jacques qui marche là sur sa route dans la direction d'Annecy, jamais il n'a été libre à ce point, il est tout seul, un peu grisé de liberté, il marche vers ces montagnes qu'il n'a jamais vues que de loin, il est intimidé un peu à l'idée de voir cette baronne de Varins, enfin qui est-ce que ça va être? Vous savez la suite, il l'a raconté, c'est le jour de Pâques fleuries, comme on disait, enfin le dimanche des rameaux, qu'il arrive à Annecy, il se fait indiquer la maison de Madame de Varins, on lui dit voilà, il voit cette maison, il voit descendre de cette maison, descendre les marches, une dame qui voit de dos, il la dépasse, il lui présente son petit bout de papier, le curé Benoît de Pontvert lui avait donné une recommandation,
Et pendant qu'elle la regarde, tout ça est bien agréable. Cette personne, elle a 29 ans, elle est jolie, elle est un peu boulotte, elle a des yeux bleus, elle a des cheveux blonds, enfin quel agréable catholicisme qui s'est d'abord présenté sous les espèces d'une table bien servie et maintenant sous les traits d'une femme qui a l'air d'une apparition. Enfin, ça va très bien. Alors Madame de Varins s'occupe de lui, en effet, ne peut pas le garder à la maison, lui demande de bien vouloir aller jusque de l'autre côté des Alpes, à Turin, l'hospice du San Spirito, pour se transformer en un catholique estampillé. Alors il y va, traverse les Alpes, elle l'a confié, c'était une drôle d'idée du reste, elle l'a confié à un jeune ménage en voyage de noces, dont les transports étaient assourdissants. Enfin, et il arrive avec eux jusqu'à Turin, il va dans son hospice du San Spirito, et là, ça ne tourne plus très bien parce que cet hospice, quoi, c'était une espèce de prison. C'est là un phénomène de psychologie élémentaire, vous savez. Enfin, quand on fait quelque chose qu'on ne devrait pas faire, mais qui tourne bien, on n'a pas beaucoup de scrupules. Mais quand la chose tourne mal, les scrupules viennent. Et bien ce que Jean-Jacques avait fait, c'était pas bien, il le sentait, afin d'avoir trahi sa religion d'enfance. Et comme ça avait très bien tourné chez le curé Benoît de Pontvert, et encore mieux, si je puis dire, chez Madame de Varins, ben, tout n'était pas fait très bien. Maintenant, à l'hospice du San Spirito, ça va plus du tout. Parce que je vous le dis, c'est une prison, puis que ces prêtres veulent lui bourrer dans la tête des choses qu'il n'a pas envie d'entendre. Alors il dit dans les confessions qu'il s'est défendu, enfin je veux bien, il s'est défendu un peu, il a expliqué qu'il ne voulait pas se laisser convaincre tout de suite. Mais l'examen des dates en histoire littéraire, ça compte beaucoup, je l'assure. Je sais bien qu'on me reproche d'avoir la manie des dates, mais c'est très éloquent, regardez, il est arrivé le 12 avril, le 12 avril 1628, à son hospice du San Spirito, et le 21 avril, c'était fait, il avait abjuré. Par conséquent, la formation catholique de Jean-Jacques Rousseau, ça tient à 9 jours, ça a été mené, enfin comment dire, ça a été mené à la diable, enfin un tambour battant. Alors quand il sort de l'hospice du San Spirito le 23 avril, il est là sur le pavé de Turin, mais je dis bien sur le pavé, proprement, c'est pas une image, il a les pieds sur le pavé dans une ville où il connaît personne et dont il connaît pas la langue. Eh bien ça peut tourner mal encore là, davantage pour lui, parce que c'est un clochard intermittent, un larbin occasionnel, Jean-Jacques qui ne sait pas trop que devenir, qui prend des très mauvaises habitudes, c'est lui-même qui nous parlera de l'exhibitionnisme. Il va chez la comtesse de Vercellis, chez le comte de Gouvon. C'est chez Madame de Vercellis qu'il lui arrive une mauvaise histoire. Nous ne la saurions pas s'il ne l'avait pas dit lui-même. L'histoire du vol du ruban, enfin tout le monde la connaît, je la répète en un instant. Il avait donc volé, oui, un petit morceau de ruban, d'argent, c'était pas grand-chose, mais enfin, il l'avait volé. Quand on s'est aperçu qu'il l'avait dans sa petite valise, dans sa malle, quoi, on l'a accusé, bien sûr. Alors il a dit, c'est pas moi. C'est Marion, c'est une servante, Marion, qui est amoureuse de moi, je ne sais pas pourquoi, et qui l'a volé pour me le donner. C'était un mensonge, c'était une calomnie, puisqu'il allait faire mettre dehors cette petite, et vous imaginez le destin d'une bonne accusée de vol au XVIIIe siècle. Enfin, c'est un souvenir qui lui restera comme une brûlure, et toujours, puisqu'il le racontera dans les confessions. Il a une chance tout de même, à Turin, là, il a une chance. Il rencontre un autre prêtre, le deuxième qui va compter dans sa vie. C'est pas le genre du curé Benoît de Pontvert, qui était celui-là important, c'est un prêtre différent, gentil. Il s'appelle l'abbé Gaime. Cet abbé Gaime invite Jean-Jacques à venir lui parler. Il l'a vu chez Madame de Vercellis, je crois. Il a vu ce valet de chambre qui n'avait pas l'air d'un valet de chambre, qui était fier, redressé, qui avait une allure assez digne. Et il avait demandé à ce Jean-Jacques de venir lui parler chez lui. Et déjà, ça avait beaucoup touché Jean-Jacques. Que ce prêtre lui parle, ce prêtre qui avait l'air d'un mondain, quoi, d'un homme habitué au salon, lui parle d'homme à homme. Il n'était pas forcé, ce curé, de lui parler. Il n'était pas en chair, en fait, il n'était pas payé pour faire son discours. Ce qu'il disait à Jean-Jacques, il y croyait, alors Jean-Jacques écoutait ça, de tout son cœur. Et après tout, ce que lui disait ce prêtre, c'est la même chose que ce que lui avait appris son père, ou le pasteur Lambertier. Alors, vous voyez, c'est comme une eau perdue dans son cœur qui se remettait à sourdre comme un lien brisé qui se renouait. On sait ce qu'il lui disait, l'abbé Gaime. Il lui disait qu'il n'y avait pas de honte à être un valet de chambre pourvu qu'il fasse honnêtement et droitement son métier, et qu'il vaut mieux être un valet de chambre qui fait bien son métier qu'un duc et père qui ne fait pas le sien. Je crois aussi qu'il devait être pascalien, l'abbé Gaime, parce qu'il disait à Jean-Jacques que nous sommes embarqués, qu'il faut parier, qu'on est tous sur le même bateau dont le cap est mis sur la mort et que ça vaut la peine d'y songer. Enfin quoi, il écoute Jean-Jacques, il écoute le cœur battant, il n'oubliera jamais ce que lui dira l'abbé Gaime, à ce point que, bien des années plus tard, lorsqu'il écrira son vicaire savoyard, c'est en secret à la ressemblance de l'abbé Gaime qu'il le dessinera, son vicaire. Viennent maintenant toutes sortes d'errances dans la vie de Jean-Jacques, et c'est pas ce que je veux étudier, puisque mon but est de savoir pourquoi il s'est battu avec Voltaire. Alors il va en zigzag, on le voit à Nyon, à Fribourg, à Lyon, à Neuchâtel, à Boudry, où il a une triste histoire avec un faux archimandrique, à Soleure, chez le marquis de Bonnac, l'ambassadeur de France, qui lui donne une recommandation pour Paris. Voilà Jean-Jacques à 19 ans qui voit Paris pour la première fois, mais c'était encore une place de valet de chambre chez monsieur de Merveilleux, et ça n'a pas plu à Jean-Jacques. Alors il reflue sur la Savoie.
Il veut revoir Madame de Warens. Il la retrouve. Il la retrouve à Chambéry. Il s'installe chez Madame de Warens à Chambéry. Et là, il va se passer dans sa vie intérieure des choses qui valent la peine d'être regardées d'un peu près. Chez Madame de Warens, Jean-Jacques ne sera pas à sa charge. C'est une chose que je tiens à souligner parce qu'il y a une légende là-dessus. Je me rappelle que M. Maurras, par exemple, avait coutume de parler de ce qu'il appelait le gigolo d'Annecy ou de Chambéry. Il me semble que, autant que je sache, enfin, le gigolo, c'est un personnage un peu jeune qui se fait payer ses prévenances par une dame plus âgée. Or, il ne s'agit de rien de semblable chez Jean-Jacques. Jean-Jacques travaille à Annecy, à Chambéry. Il a trouvé divers emplois. Finalement, il est au cadastre, employé municipal, quoi. Et bien, ce qu'il gagne, il le remet à Madame de Warens, précisément pour ne pas être à sa charge. Et même lorsqu'il aura accompli sa majorité, il va recevoir une petite somme d'argent, 1500 livres, que sa mère lui avait laissé. En mourant, elle avait décidé qu'il y avait 1500 livres pour son Jean-Jacques lorsqu'il aurait 20 ans. Il reçoit cet argent, il le remet aussi à Madame de Warens, parce qu'il n'a absolument pas de sentiment, et il ne veut surtout pas peser sur le budget de cette dame. Bon. Il habite chez elle. Et Madame de Warens a établi entre elle et lui un vocabulaire assez intime. Il l'appelait Madame, naturellement, elle l'appelait Jean-Jacques. Et au bout d'un certain temps, elle lui a dit que non, qu'il ne fallait pas l'appeler comme ça, qu'elle l'appellerait Petit, et que lui l'appellerait Maman. Eh bien, quand il lui dit Maman, il lui dit bon jeu, bon argent, si je puis dire. Enfin, il y croit. Il la respecte, cette femme. Il l'aime beaucoup, il l'aime profondément. Il a l'impression que, si je puis dire, enfin, Dieu a mis sous ses pas quelqu'un qui doit remplacer la mère qu'il n'a pas eue. D'autre part, il est devenu fervent, religieux, ce genre. On a retrouvé, on a publié en 1905 seulement, des prières qu'il composait lui-même. Il ne se contentait pas de réciter des prières traditionnelles, habituelles, mécaniques, fait qu'on dit sans penser à ce qu'on fait. Il avait composé un certain nombre de prières qu'il adressait lui-même à Dieu, et sans respect humain, il nous raconte dans les confessions que, se promenant autour de la maison de Chambéry, il allait le matin à travers les champs, disant, dit-il, disant ma prière. Cette maison de Madame de Warens, elle est tout le temps pleine d'ecclésiastiques. Il y avait un jésuite, un confesseur qui était là à demeure, il se confessait tous les samedis à son jésuite. Et puis l'évêque même ne dédaignait pas de lui faire visite. Enfin, cette maison remplie d'ecclésiastiques faisait à Jean-Jacques l'impression d'un vestibule du paradis. Et bien Rousseau, qui est très heureux dans cette maison, va voir sa joie se défaire, ce bonheur se dissoudre, en deux étapes. D'abord, au bout d'un certain temps, il s'aperçoit que Madame de Warens a un amant qui est son jardinier, Claude Annet. Comment est-ce qu'elle fait avec sa conscience, puisqu'elle se confesse, paraît-il, tous les samedis, communie tous les dimanches? Ça le blesse, ça lui fait mal. Enfin, c'est une maman avec un péché. Mais c'est rien au prix de ce qui va survenir et que vous savez, il nous l'a raconté lui-même, Madame de Warens, qui lui pose une question, qui lui demande, allons Jean-Jacques, voyons, à ton âge, par ses 20 ans, tu n'as jamais approché de femme? Et il répond que non. Alors elle se moque de lui. Et elle lui dit qu'il court des risques dans cette ville, qu'il pourrait rencontrer des gens pas du tout bien, et que c'est elle-même qui va se faire son initiatrice sexuelle, mais que rien ne sera changé naturellement. Il l'appellera toujours maman, elle sera toujours petit pour elle. Jules Lemaître, dans le livre qu'il a publié sur Jean-Jacques, racontant l'histoire que je viens de vous dire, déclare « C'est un comique énorme ». Je ne trouve pas. Jean-Jacques est extrêmement malheureux de cette proposition qu'elle lui a faite et qui a une couleur et une odeur d'inceste. Alors, misérablement, il demande à cette femme, ulcérée du reste, 8 jours pour réfléchir, pour voir. Il se tourmente, c'est un débat profond en lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne peut pas tout de même lui infliger l'humiliation d'un refus. Alors il finit par s'abattre sur cette épaule nue et elle se moque de lui parce qu'il pleure entre ses bras, au lieu d'être heureux. Tristesse des Charmettes qui arrive maintenant dans son destin. Vous savez, on parle beaucoup des Charmettes, on a l'impression que c'est un moment très heureux de la vie de Jean-Jacques. Et lui-même, quand il nous en a parlé, il était vieux, alors ça se mêlait à cette brume dorée qui enveloppe ce qui est loin de nous, notre adolescence. Dans le fait, c'était pas drôle ces Charmettes, pas du tout. Madame de Warens s'était lassée très vite de cet amant morose et contracté. Elle avait d'abord doublé Jean-Jacques, puis elle l'avait remplacé par un garçon encore plus jeune que lui, qui était un garçon coiffeur, qui s'appelait Vincent Reed. Elle l'avait envoyé à l'extérieur, quoi, pour qu'il ne soit pas là comme un témoin gênant. Comme elle avait loué une propriété qui s'appelait Les Charmettes, elle l'avait installé aux Charmettes en lui disant qu'il avait la poitrine faible, enfin que ça lui ferait du bien, c'était pas vrai. Et puis que d'autre part, il fallait quelqu'un pour s'occuper de la propriété, pour surveiller. Alors elle l'avait mis là-bas en exil, et il savait très bien qu'il était en exil. Eh bien, c'est dans ces Charmettes que va se passer dans sa vie intérieure, là aussi, quelque chose qui vaut la peine d'être regardé, c'est la découverte que va faire Jean-Jacques du monde de la connaissance. Jean-Jacques, quand il est aux Charmettes, c'est un garçon qui a 22-23 ans, il est complètement inculte, si on peut dire. C'est un garçon qui sait lire, écrire, compter, il a fait ses petites études, vous avez vu, jusqu'à 13 ans et demi, enfin, il ne sait rien. Il n'y a rien qui peut préparer dans ce Jean-Jacques-là celui que nous connaissons aujourd'hui, enfin, le grand écrivain de l'Émile et du reste.
Eh bien, ce déclic-là va se produire quand il est au Charmette. Il s'ennuie à périr, naturellement, dans ces Charmettes. Et il a créé amitié, il a noué des liens d'amitié, oui, avec un voisin qui s'appelle M. de Conzier, qui était un aristocrate, mais un homme très libéral, qui avait vu ce Jean-Jacques, qui avait l'air intelligent, l'a abandonné dans cette maison, et il lui avait ouvert sa bibliothèque. Jusqu'alors, Jean-Jacques lisait très peu. Et bien, tout à coup, devant ces livres de M. de Conzier, il va avoir un choc, une espèce d'envie d'apprendre. Remarquez bien qu'il se met à lire ces livres-là, la philosophie et autre chose, avec un esprit déjà formé. Nous autres, enfin, dans nos classes, on fait de la philo comme ça à 15 ans, 16 ans, c'est beaucoup trop jeune, souvent on répète sans y rien comprendre. Jean-Jacques est un garçon de 22, 23 ans qui se met à ouvrir ses livres et il sent son intelligence qui s'émeut là-dedans, enfin, qui travaille avec une facilité extraordinaire dans toute cette connaissance. Il éprouve une espèce de griserie dans Rabelais, je me rappelle cette phrase à propos de Gargantua, où Rabelais dit que Gargantua avait l'esprit infatigable et strident comme est le feu parmi les brandes. Eh bien, je crois que l'esprit de Jean-Jacques, dans cet univers de la connaissance, l'univers des livres qu'il voit grâce à M. de Conzier, éprouve la même vivacité, la même vigueur. Jean-Jacques s'enthousiasme à se sentir si intelligent, et en même temps que ce qu'on pourrait appeler le démon de la connaissance, entre en lui ce démon de l'ambition. Pourquoi est-ce que je ne réussirais pas? Une idée absurde, en fait, qui n'aurait pas pu lui venir jusqu'alors, puisqu'il était quoi? Un petit Genevois, un petit Savoyard de rien du tout. Et maintenant qu'il apprend, et qu'il apprend avec cette facilité, maintenant, il se dit, mais à mon tour, je pourrais ajouter des livres à tout ce que je vois dans la bibliothèque de M. de Conzier. Et il commence à regarder du côté de la grande ville. Qu'est-ce que c'est la première grande ville? C'est Lyon. Et Lyon, dans sa pensée, c'est un marchepied, c'est Paris. Et en effet, le voilà à 28 ans qui se rend à Lyon. Chose amusante, Jean-Jacques va être précepteur, ce garçon qui est un autodidacte, enfin toute sa science est récente, il va être tout de même précepteur des deux enfants du grand prévôt de Lyon, M. de Mably. Grand prévôt, quelque chose comme le lieutenant de police, quoi. Monsieur de Mably, c'est un mondain. Nous sommes en 1740 et en 1741, Voltaire va écrire sa fameuse petite pièce Le Mondain, où il va donner la définition de l'honnête homme, comme on disait au sens du XVIIe siècle, mais l'honnête homme du XVIIIe. Et la différence essentielle entre l'honnête homme XVIIe et l'honnête homme XVIIIe, c'est que l'honnête homme XVIIIe siècle doit être quelqu'un avant tout affranchi des préjugés, des puérilités chrétiennes. Jean-Jacques était jusqu'alors un petit chrétien, d'abord protestant, ensuite catholique. Il y croyait. Et maintenant, dans ce monde de Lyon, dans ce monde de M. de Mably et tous ceux qui l'entourent, Jean-Jacques se sent dépaysé, il a l'air du provincial. Alors, de peur qu'on ne rie de lui, il prend les devants. Et dans une épître très intéressante, littérairement, elle vaut rien, mais c'est le contenu qui est important. Dans une épître qu'il écrit à un de ses camarades de Lyon qui s'appelait Parisot, qui l'aidait à se décrasser, enfin, à pas avoir l'air tellement provincial. Dans cette épître, il dit, parlant de lui-même, qu'était-je jusqu'alors? Un orgueilleux avorton féru du préjugé natal. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Avorton, ça veut dire petit bonhomme. En effet, il n'était pas grand, mais c'est pas ça qu'il veut dire. Du petit bonhomme de rien du tout. Un Genevois, quoi. Côté d'un Lyonnais, c'est rien. Orgueilleux. Il était orgueilleux parce qu'il était citoyen de Genève. Est-ce que ça compte, ça, auprès des mondains de Paris ou de Lyon, un citoyen de Genève? Féru du préjugé natal. Qu'est-ce que c'est, ce préjugé? Oh, rien d'autre chose que la distinction, la connaissance du bien et du mal. Ce que précisément ce monde des mondains refuse. Eh bien, Jean-Jacques va le refuser avec eux. Voyez-vous, je crois que nous sommes dans cette vie intérieure de Jean-Jacques à un moment capital. Quand il avait 16 ans et qu'il faisait sa petite apostasie, il ne savait pas ce qui était en cause. Maintenant, il a 28, 29 ans. Maintenant, il a les yeux ouverts. Il sait très bien ce qu'il y a devant lui. Si vous permettez quoi, cette image, cette vieille image des deux routes, la route Dieu, la route Mammon, eh bien, il prend la route Mammon. Enfin, il décide d'aller du côté de la réussite à n'importe quel prix. Il choisit les yeux ouverts. C'est Jean-Jacques qui vend son âme. Alors Paris maintenant, Paris l'intéresse beaucoup, et le voilà qui va partir sur Paris il y a 30 ans juste. Il va arriver à Paris, il paraît que dans la diligence, il n'a jamais menti, c'est lui qui nous raconte ça dans les confessions, on l'a pas pris jamais, en flagrant délit de mensonge dans les confessions, alors ce que je vais vous dire, je crois que c'est vrai, j'en suis pas plus fier que ça, mais je crois que c'est vrai. Un jésuite avec lequel il voyageait, lui aurait dit, mais qu'est-ce que vous allez faire, monsieur Rousseau, à Paris? Vous connaissez des gens, vous êtes riche? Jean-Jacques a dit, non, je connais personne et j'ai pas d'argent. Alors ce jésuite, probablement très, très mondain, lui avait dit, mais un garçon comme vous, qui se présente pas mal, qui a une jolie petite figure, ben la seule chance qu'il a, c'est de devenir l'amant d'une femme posée, surtout d'une financière, si c'était possible. Alors Jean-Jacques va chercher, en arrivant à Paris, et il va trouver la financière de ses rêves. C'est une madame Dupin, elle est ravissante, seulement il n'a pas de chance, c'était justement la seule femme de financier qui fut fidèle à son mari, alors c'est loupé, quoi, c'est complètement raté. Alors il cherche autre chose. Jean-Jacques va donc chercher quelque chose en dehors de Paris. On lui a dit que le nouvel ambassadeur de France qu'on envoyait
à Venise, qui s'appelait M. de Montaigu, cherchait un secrétaire. Il se propose, il est accepté. Un secrétaire personnel. Et vous savez que dans la hiérarchie diplomatique, secrétaire, c'est un grade. Enfin, il y a les attachés, les secrétaires, les conseillers. Alors Jean-Jacques va se faire passer pour secrétaire de l'ambassade de France à Venise, c'est pas du tout vrai. Les érudits, qui sont des gens odieux, enfin, ont travaillé sur la personne de M. de Montaigu pour savoir qui c'était, il paraît que c'était un butard. Mais Jean-Jacques s'est parfaitement rendu impossible, parce que M. de Montaigu lui a donné quelques frais de représentation pour être élégamment vêtu, mais ces Jean-Jacques ne se contente pas de ça. Il est insupportable. Il exige que les sentinelles, à la porte de l'ambassade à Venise, lui présentent les armes, à lui, Jean-Jacques, comme un ambassadeur. Il exige d'être toujours le premier personnage dans les réceptions derrière l'ambassadeur, enfin il se casse les reins et l'ambassadeur est obligé de le congédier. Le voilà rentré à Paris, c'est 1743 je crois, et ça ne va plus. Qu'est-ce qu'il est sur la place de Paris, comme on dit? Enfin, c'est un Suisse en rupture de patrie, c'est quelqu'un qui tournique dans ce qu'on appellerait aujourd'hui les salles de rédaction pour placer des articles. Il a essayé de composer une pièce pour le théâtre français qui s'appelle Narcisse, elle ne vaut rien du tout, alors il la présente, il la représente au théâtre français, on n'en veut pas. Enfin, ça ne marche pas fort. Du moins, il a créé des relations avec un garçon qui peut lui être utile. Provincial, comme lui, qui s'est adapté tout de suite à Paris. C'est Diderot. Diderot est arrivé, lui, de Langres. Il tient ses assises au Café de la Régence. Tous les soirs, vers 5 heures, on peut se grouper autour de Diderot parce qu'il joue aux échecs au Café de la Régence et il joue admirablement. Il se contente pas de très bien jouer aux échecs, mais il est très drôle. Il fait des plaisanteries constamment. Sa spécialité, c'est la plaisanterie anticléricale, sur le 1 qui est 3, sur la Vierge qui enfante, sur les prêtres catholiques qui baptisent les croque-dieux à cause de la communion. Enfin. Alors Jean-Jacques se tient debout derrière lui et rit, très fort, très très fort, pour que Diderot, en se retournant, se dise « mais voilà un garçon intelligent, en fait, il comprend bien ce que je dis ». Et Diderot remarque qu'en effet, ce Jean-Jacques qui n'a pas l'air bête, et comme il songe dès ce moment à son encyclopédie, dictionnaire raisonné des sciences et des arts, il pourrait penser aussi que Jean-Jacques en serait un excellent collaborateur. Par ailleurs, comme tous les camarades que fréquente Jean-Jacques ont leur ami, pas leur femme, enfin ils ont leur femme puis une amie en plus, alors Jean-Jacques décide de faire comme les autres. Ce qu'il trouve n'est pas très brillant, enfin, c'est une lingère, la lingère de son hôtel, qui s'appelait Thérèse Levasseur, elle était pas très intelligente, drôle de milieu, sa mère était une entremetteuse, son frère était un escroc, enfin on prend ce qu'on trouve, il s'installe avec Thérèse Levasseur. Puis il essaye également dans les salons de jouer de la musique, parce qu'il a longtemps enseigné la musique pour gagner sa vie. Il ne la connaissait pas, mais à force de l'enseigner, il l'avait un peu apprise, alors il avait estimé qu'il pourrait peut-être maintenant essayer de gagner sa vie de cette manière-là. Et il arrive à se glisser dans le salon de la Poplinière. La Poplinière, c'était un fermier général très très important, et effectivement, la Poplinière lui fait confiance. On organise une soirée Jean-Jacques, il y a un concert organisé par lui, succès, enfin, il a l'air de démarrer. Seulement, chez la Poplinière, il y avait un musicien qui était là, enfin, établi. C'était Rameau, et Rameau, c'est un personnage considérable, et vous imaginez le regard que Rameau jette sur ce petit musicard de province qui vient se mettre dans son jour, comme ça, dans son soleil. Et il fait chasser Jean-Jacques de chez la Poplinière. Enfin, au bout de 7 ans de présence à Paris, en 1749, oui, il est arrivé en 42. En 49, Jean-Jacques est, pour ainsi dire, gros Jean comme devant. Enfin, il a piétiné, il a fait n'importe quoi pour se pousser à Paris, ça marche pas. On voit dans sa correspondance qu'il est furieux, il accuse tout le monde, enfin, que les gens sont méchants avec lui, qu'on l'empêche de parvenir, mais son pire ennemi, vous savez, son pire ennemi, quand on regarde bien, c'est lui-même. Il y a au fond de lui quelque chose qui ne joue pas, qui ne va pas. Ça n'est pas impunément qu'on a été marqué, comme il l'a été lui, par le christianisme. Voltaire, dans je ne sais plus quel texte, parle de la greffe chrétienne. Eh bien, la greffe chrétienne, elle avait pris sur Jean-Jacques Rousseau, pris à fond. Il avait essayé de tout écarter de lui, de tout rejeter cela, mais à Paris, dans la vie qu'il mène, un état de divorce, de sentiment intérieur, enfin ça va pas, quelque chose au fond de lui se soulève, proteste, revendique une espèce d'innocence en larmes, un invincible dépaysement, si vous voulez, ce monde du luxe et de la luxure auquel il brûle de se mêler, en même temps qu'il le convoite, il le condamne. Et ce dissentiment de Jean-Jacques, vous allez le voir encore mieux dans l'histoire difficile, un peu mystérieuse, de ses enfants. Dieu sait si on a discuté là-dessus. Les gens qui sont idolâtres de Jean-Jacques, il y en a. Moi, je me contente de bien l'aimer, je ne suis pas idolâtre. Eh bien, Jean-Jacques, ceux qui l'aiment trop disent « Mais non, c'est pas vrai, il s'est valorisé en disant qu'il a abandonné ses enfants. » Il ne pouvait pas avoir d'enfants, mais si, il pouvait très bien en avoir. On nous dit d'autre part, les enfants que Thérèse a eus, et qui passent pour être ses enfants, ce n'étaient pas ses propres enfants, c'est pour ça qu'il les a facilement abandonnés. Il savait très bien que Thérèse le trompait, c'est pas vrai. Thérèse l'a trompé beaucoup plus tard. Je crois avec Boswell, la première fois, c'est vers les années 60, nous n'en sommes pas là. Puis après avec un palefrenier. Mais à ce moment-là, cette pauvre Thérèse, elle est folle de joie, enfin, que ce monsieur Rousseau s'occupe d'elle. Alors elle ne le trompe pas. Donc il a bien eu des enfants. Mais est-ce qu'il les a jetés à la rue?
C'est Voltaire qui a raconté cette histoire dans Le sentiment des citoyens, son pamphlet de 1765. Est-ce que Jean-Jacques a jeté ses gosses sur le trottoir? Ça, c'est pas vrai, non. C'est arrivé à quelqu'un, c'est pas de sa faute, d'Alembert. Vous savez sûrement que d'Alembert, c'était un enfant trouvé. C'était, je crois, le fils d'une religieuse. D'Alembert avait été un petit paquet criant sur les marches d'une église. Jean-Jacques ne fait pas comme ça avec ses enfants. Quand il voit naître successivement dans ce misérable et faux foyer qui est le sien avec Thérèse Levasseur, quand il voit naître ses gosses, il sait très bien que s'il veut que ses enfants soient élevés convenablement, il faut qu'il quitte ce milieu-là, le milieu sordide et infect dans lequel il est. S'il reste, ben les gosses deviendront des truands, les filles deviendront des prostituées. Il faudrait donc qu'il quitte Paris. Ça, pas question. C'est à Paris qu'il veut avancer, qu'il veut parvenir. Mais comme d'autre part, il est marqué par le christianisme, il sait que c'est grave d'avoir la responsabilité d'un enfant. C'est à cause de lui que ces enfants sont sur la terre. Alors qu'est-ce qu'il fait? Ben, il pense à l'hospice des enfants trouvés. L'hospice des enfants trouvés, ça avait été créé par M. Vincent, vous savez quoi, Saint Vincent de Paul, c'était des religieuses qui étaient là. J'ai vu les statistiques du XVIIIe siècle. Le nombre des enfants qu'on dépose aux enfants trouvés ne cesse pas de croître au XVIIIe siècle, à cause de la misère aussi croissante. C'était pas toujours des gosses illégitimes, des enfants adultérins, des enfants de vie mère qu'on mettait là, ou pas du tout, c'était très souvent des enfants d'ouvriers, enfin de pauvres gens qui avaient déjà, supposons, je sais pas moi, quoi, 6 gosses, ils envoyaient venir un 7e, à ce moment-là, il n'y avait pas de propagande anticonceptionnelle, alors le 7e enfant ne pouvait pas le tuer. Alors on le donnait à ces religieuses. Et bien Jean-Jacques va faire ça. Il va faire porter ses gosses à ces religieuses. Ces âmes que son péché acheté dans le monde, il va les remettre entre des mains sacrées. Voyez-vous, sa faute, son énorme faute, c'est impardonnable quoi, d'avoir abandonné ses gosses. Il fait tout de même ce qu'il peut, misérablement, pour l'empêcher d'être tout à fait un crime. Et c'est en 1949 que va se produire le grand événement de sa vie intérieure, sa volte-face. Son retournement. Alors, nous avons vu ensemble ce que ça avait été que ce Jean-Jacques jusqu'alors. Maintenant, il a passé 30 ans. On a vu comment il avait été élevé, dans quelle atmosphère, dans quel climat, comment il avait adhéré à ce climat. Rien ne semble encore préparer cette fameuse querelle avec Voltaire, avec les encyclopédistes. Et pourtant, il se prépare sourdement. Et c'est cela que nous étudierons du plus près possible dans notre prochain entretien.